Ça va vous faire bizarre de découvrir un vieux média. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cette hémicycle. Asseyez-vous. Humour, culture et politique. À Paris, vos personnalités préférées dans leur canapé. Refaire les années 70, aujourd'hui c'est fini. On réinvente le style, chaque semaine avec de nouveaux invités. Les mots bleus, entre culture et politique. Bonjour Sandrine Rousseau, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Notre première question, ça serait qui êtes-vous Sandrine Rousseau? Qui je suis je suis Sandrine Rousseau, je suis une femme politique depuis récemment parce que j'avais quitté la politique et j'y suis revenue. Et là, je suis dans la campagne présidentielle derrière Yannick Jadot pour avoir été au deuxième tour de la primaire des écologistes, mais ne pas avoir franchi la barre des 50%. Bah oui, à 1% près. Le terme écoféministe. Et je suis économiste aussi. Économiste. Citer le terme écoféministe dans les médias, est-ce qu'il vous correspond? Ah ben oui, l'écoféminisme, c'est ce qui m'a structurée, c'est ce qui a fait que je suis revenue en politique d'ailleurs aussi, c'est ce qui a fait que j'ai compris le monde. Ou du moins que j'ai compris ce qui n'allait pas dans le monde. Et donc ça m'a permis d'avancer et de poser le débat politique d'une manière très différente des autres candidats. Et je pense que c'est ce qui fait qu'en un an, alors que personne ne me connaissait ou quasiment, je suis arrivée à 49% de cette primaire. Et cet écoféminisme, c'est quelque chose de très puissant. Yannick Jadot s'est exprimé disant qu'il souhaitait, s'il était président, avoir une première ministre femme. Selon vous, c'est important la parité imposée dans le travail? Mais c'est absolument essentiel. En France, on n'a jamais eu de président de la République, on n'a jamais eu de présidente du Sénat, on n'a jamais eu de présidente de l'Assemblée nationale. On a eu une première ministre quelques mois qui a subi des attaques sexistes comme c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est totalement anormal. Mais il n'y a même pas de discussion en fait. C'est-à-dire qu'on est 52% de la population. Donc voilà, que Yannick Jadot dise il faut une femme première ministre, enfin, mais ils auraient déjà tous dû le dire et surtout tous dû le faire. Parce que, je ne sais pas comment le dire, mais c'est inadmissible. C'est-à-dire que nous-mêmes, les femmes, nous ne devrions pas accepter ça. Nous ne devrions pas accepter d'être effacées comme ça des postes à responsabilité et nous ne devrions pas davantage accepter d'être cantonnées aux postes et aux emplois qui sont les plus dévalorisés, les plus mal payés et ceux qui ont tenu la France là pendant tout le Covid. La primaire de gauche, Arnaud Montebourg, Europe Écologie Les Divers, ont dit non. Moi j'avais dit que j'irais si j'étais élue mais j'ai perdu. Donc maintenant la question c'est l'union en fait. Et comment on fait l'union ? Et je pense que c'est une question très importante parce que là, il nous faut un sursaut à gauche. C'est-à-dire que là, on ne va pas se laisser embrigader, on ne va pas se laisser laminer par l'histoire de la nation, du drapeau, des immigrés et du voile. Enfin, ça va quoi. Mais c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me met dans une colère folle. C'est-à-dire que là, mais moi, je ferai tout pour que ça ne se passe pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on parle de ça. Et en plus, je pense que ça n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule question, c'est comment on prend la question du dérèglement climatique, comment on fait en sorte de sauver notre planète, comment on fait en sorte que vous ayez la possibilité de vivre longtemps. Voilà. Le reste, je veux dire, que vous soyez habillé en short ou en voile, en fait, on s'en fout, quoi. Donc, à un moment, il faut juste se recentrer, là. Est-ce qu'en 2021, le politiquement correct règne? Je ne suis pas sûre que le politiquement correct règne parce que je pense que quand on voit un meeting de Zemmour où les militants antiracistes se font taper dessus, quand on voit qu'il y a un candidat à la présidentielle qui a été condamné pour des propos racistes, condamné, quand on voit qu'il dit des choses qui sont d'une misogynie et d'un sexisme inouï, en fait, moi je me dis que tout ce qu'on a bâti depuis des années, des dizaines d'années, méticuleusement, avec patience, et à chaque petit Lego qu'on mettait, on se disait ouais c'est une victoire et tout ça, lui il a balayé ça d'un trait. Et en plus c'est à nous qu'on dit, à nous les féministes, on dit non mais avec vous on peut plus parler, mais enfin si on pouvait plus parler, il n'y aurait pas de Zemmour. Hein. Et ce serait mieux. Vous êtes investi dans la vie étudiante, de par votre vice-présidence à l'Université de Lille. Qui se termine dans une semaine. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes en vue des élections présidentielles? Mais mobilisez-vous à mort, à fond. Mais vraiment, c'est votre avenir là qui se joue. Et aujourd'hui, faut bien comprendre qu'en fait, aller voter, ça a des conséquences. Certes, vous choisissez le ou la candidate, mais au-delà de ça,
on se souviendra à la prochaine élection que c'est vous qui avez permis de faire basculer un vote. Et donc on fera des politiques pour vous. Alors que si vous n'allez pas voter, on se dit que ce sont les personnes les plus âgées qui vont voter systématiquement. Et donc on fait des politiques pour elles. En fait, c'est très important d'aller voter, hein, vraiment. Et comme je dis ça, je ne fais pas ma vieille moralisatrice. Je vous dis juste, je sais bien que c'est pas facile parce que je sais bien qu'il n'y en a aucun qui vous plaît vraiment, tout ça. Mais là, il faut se bouger, quoi. Et en tout cas, oui, ils ne sont pas extraordinaires peut-être à vos yeux, peut-être qu'ils ne sont pas 100% parfaits. Bon. Mais à un moment donné, il faut se bouger là. Parce que sinon, le monde se fera sans vous, mais c'est vous qui vivrez, quoi. On aimerait savoir quelles sont vos positions sur la légalisation du cannabis. Mais à fond, mais bien sûr. Mais parce que, bon, déjà, dire quand même que moi, je ne néglige pas les effets du cannabis. Hein. C'est-à-dire que j'ai vu plein d'étudiants partir, perte de motivation, de morale, de capacité à travailler à cause du cannabis. Donc en fait, c'est pas une substance neutre. Mais par contre là, en fait, les jeunes, on les laisse acheter des substances dont on ne sait pas ce qu'elles contiennent, qui alimentent des trafics dont on ne sait pas ce qu'ils font avec cet argent, et qui permettent d'occuper des policiers qui auraient bien mieux à faire ailleurs. Donc en fait, là, c'est vraiment le truc le plus inefficace du monde. C'est-à-dire qu'il y a des photos de policiers qui prennent... je sais pas moi, ils ont 5 grammes de résine de cannabis et ils sont là prise exceptionnelle de cannabis. Non, c'est pas une prise exceptionnelle, juste vous avez fait les poches d'un adolescent ou d'une adolescente, voilà, c'est tout. Mais surtout, on est ridicule là en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le truc, on se bat contre des moulins à vent et surtout notre aveuglement, notre discours complètement idéologique là-dessus fait qu'on laisse des gamins s'empoisonner. Parce qu'en fait, la réalité, et moi qui habite Lille, je peux vous dire qu'à la frontière belge, il y a énormément de substances coupées qui sont vendues et que ça met des jeunes en grande difficulté. Donc là, il faut arrêter de jouer avec cette santé-là. Et en plus, à partir du moment où on légalise, on peut contrôler qui consomme, on peut accompagner ça de conseils de santé et puis surtout, on peut interdire ça aux mineurs. Je ne pensez pas que c'est de l'hypocrisie de dire que c'est nocif alors qu'on sait très bien que chacun fume et que la plupart le font sans le dire. Mais c'est une hypocrisie de la société dans son ensemble. Moi, j'aimerais bien des fois être dans la tête d'un policier qui prend 5 grammes dans une poche et puis qui dit voilà, j'ai fait mon boulot, quoi. En quoi c'est son boulot de faire ça ? Est-ce que ça a troublé l'ordre public ? La réponse est non. Or là, eux, ils doivent nous garder, ils doivent garder la paix, ils doivent conserver l'ordre public. Est-ce que 5 grammes de cannabis, ça détruit l'ordre public ? Non. En aucune manière. Il faut l'encadrer et puis surtout il faut lutter contre les trafics. C'est parce qu'en fait aujourd'hui on lutte contre les consommateurs, on lutte contre les petits dealers mais pas contre les trafiquants. Et eux sont dangereux. Faire des filières légales, avoir des produits de bonne qualité, accompagner ça de conseils de santé quand on voit que des personnes sont trop accros et limiter la consommation en dessous de 18 ans, voire l'interdire. Est-ce que pour vous, la radicalité peut justifier des combats ? Mais la radicalité, je pense, est très importante, surtout que le terme radical aujourd'hui, il est accaparé par l'extrême droite. C'est-à-dire que Zemmour se revendique d'une radicalité, mais sauf que c'est une radicalité de haine, d'exclusion. Et ce que nous, on doit porter, c'est une radicalité face aux enjeux climatiques, face aux enjeux sociaux. Bonjour. Et qu'on se dise que là, on a 5 ans pour agir et que finalement, on le doit à nos enfants, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on se doit d'être à la hauteur des enjeux. Et on a 5 ans, donc ça nécessite la radicalité. Sortir d'une société de consommation en 5 ans, c'est un défi inouï. Mais par contre, si on s'y met tous, on y arrive. Et moi, je pense qu'en plus, c'est une société meilleure. Parce que franchement, en fait, aujourd'hui, on est dans une espèce de récit où il faut que vous achetiez. Si vous n'avez pas la capacité à acheter, on génère chez vous de la frustration pour que vous ayez envie d'acheter. Moi, cette société-là, elle ne m'intéresse pas, en fait. Et dans le niveau scolaire, la société de consommation, est-ce qu'on peut dire que pour être intégré, par exemple, dans un milieu scolaire ou quoi, il faut passer par la consommation avec ce qu'on dégage, ce qu'on porte ? Aujourd'hui, oui, sans doute. C'est pas pour tout le monde le cas quand même, mais majoritairement oui. Et c'est le problème. C'est-à-dire que en fait, on est conditionné à avoir même des émotions en consommant. C'est-à-dire qu'en dépensant un argent pour lequel on a travaillé, on a eu des emplois parfois très difficiles qui nous abîment le corps, qui nous abîment la santé. Et on est conditionné à accepter ça pour avoir la consommation derrière.
Et au fond, est-ce que c'est un projet de société? Moi, je pense que c'est un projet d'enrichissement, mais ce n'est pas un projet de société. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est retrouver le sens de la culture, le plaisir d'aller dans la nature, le fait d'avoir de la convivialité. Enfin, moi, j'ai été très surprise, par exemple, que pendant la période Covid, on nous interdise la culture, l'enseignement, et qu'on nous autorise les supermarchés. Enfin, je veux dire, ça prouve exactement qu'on est dans le mauvais sens. Ça prouve exactement qu'on est une société à l'envers, quoi. Et donc, il nous faut retrouver le sens de la nature, de la culture, de la convivialité, et puis simplement une forme de raisonnable aussi. C'est-à-dire que oui, on n'a pas tout, mais en fait, le caractère raisonnable de notre mode de vie est aussi une source de satisfaction. C'est-à-dire qu'on a cette satisfaction de laisser une planète en bon état au suivant. Et ça, en soi, c'est une satisfaction. Et moi, j'ai hâte d'être dans cette satisfaction-là parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a peur. En tout cas, moi, j'ai peur de ce qui va se passer. Et j'ai hâte qu'on se sorte les mains des poches et qu'on se dise, allez, on le fait. Oui, ce ne sera pas facile, évidemment, ce ne sera pas facile, mais on le fait. Et puis, au moins, il y a cette espèce d'enthousiasme de le faire ensemble et d'y aller et de se dire, on a été à la hauteur, quoi. Moi, en tout cas, j'ai envie d'être à la hauteur. Pour vous, c'est quoi la définition d'un homme déconstruit? Parce que les gens s'interrogent. C'est marrant parce que cette phrase-là, je l'ai sortie comme ça, un peu spontanément, et je m'aperçois qu'elle fait des tonnes et des tonnes d'articles. Ouais, c'est incroyable. Un homme déconstruit, c'est un homme qui a pris conscience de sa position de domination, en fait. C'est tout simple. C'est-à-dire que, alors, il en a pris conscience en observant, en étant sensible aux positions des autres, et puis en ayant aussi lu des choses, se renseigner, etc. Et donc c'est un homme qui voit les situations de domination et qui de ce fait-là peut avoir une autre attitude. C'est dans le métro être attentif à la situation des femmes, c'est laisser les femmes parler, reconnaître toutes les compétences aux femmes, c'est partager les tâches domestiques, c'est ne pas bénéficier, ne pas profiter de sa position dominante, jamais. Mais la déconstruction, elle porte sur tout le monde. Et j'ai même envie de dire que toutes les positions de domination qui doivent être déconstruites, moi-même ma position de domination elle doit être déconstruite. Moi je suis une femme blanche bourgeoise, ça a mis aussi Twitter en PLS, mais... Ça pèse sur votre moral, ce statut? Non, pas du tout, parce que c'est pas que ça pèse sur mon moral, c'est que j'en suis consciente. Et qu'à partir de là, je ne traite pas l'autre de la même manière. C'est-à-dire que je ne profite jamais de cette position, du moins j'essaye de jamais en profiter, puisque la société dans son ensemble me permet d'en profiter. Donc moi-même, je n'aggrave pas cette situation et je donne la parole autant qu'il est possible de la donner à des personnes qui sont discriminées pour qu'elles parlent de leur discrimination, etc. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, en fait, c'est en s'écoutant les uns les autres. Enfin, moi, en politique, je suis tout à fait surprise du nombre d'hommes qui m'ont appelée là pendant la primaire et tout ça, pour m'expliquer la politique. Tous ils m'expliquaient comment on devait faire de la politique. Et tous étaient persuadés qu'à la fin, je ferais 2%. Et donc, je les ai rappelés à la fin en leur disant, si tu veux, je t'explique la politique, en fait. Et la politique, en l'occurrence, c'est d'écouter les autres, d'être sensible à ce qu'ils disent, et pas d'avoir des espèces de tactiques politiques, mais au contraire, d'être avec les personnes et de faire ça. Et moi, j'en ai marre de cette société où les femmes subissent des agressions sexuelles ou des viols, etc. Et où, quand on prend la parole publiquement, on est renvoyé à une forme de bêtise, d'incompétence. Enfin, ça suffit, quoi. Je veux dire, au nom de quoi vous me traitez d'idiote? Enfin, allez, on y va, vas-y, si tu veux, on discute, quoi. Est-ce que vous êtes mise au second plan derrière Yannick Jadot? Je ne vais pas vous dire que cette situation, elle me satisfait beaucoup, évidemment. J'aurais préféré gagner, mais après, c'est la démocratie. Et déjà, j'ai fait 49%, donc je veux dire, il faut aussi entendre que, comme je vous le disais, on me prédisait 2%, on arrive à 49%. Et depuis, en plus, je rencontre énormément de gens qui m'ont dit, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la primaire, je regrette, j'aurais dû m'inscrire, tout ça. Bon. Donc je pense que, mais en tous les cas, je pense que là, on a marqué un cap, et un cap qui me semble important, qui est de dire, on va venir, on va pas parler. On ne va pas porter un discours politique comme vous l'attendez, mais par contre, on va s'imposer. Et j'emploie le « on » à dessein parce qu'en fait, c'est une équipe et une équipe incroyable. C'est-à-dire qu'on était plusieurs centaines à la fin, des gens qui n'avaient pas fait de politique pour la plupart. Alors qu'au départ, moi, j'ai commencé, on était 2. Enfin, je dirais, donc, ce mouvement-là, c'est vraiment un mouvement qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire qu'on a mis nos corps dans cette présidentielle en disant vous ne pourrez plus nous ignorer, quoi. Vous ne pourrez plus faire comme si on n'existait pas. Et ça, c'est quand même fort. Après la publication de votre livre Parler en 2017, qui revient sur l'agression sexuelle que vous avez subie par Denis Baupin,
êtes-vous précurseur de la libération de la parole dans le domaine politique et en France? En tous les cas, c'était avant MeToo, c'était près En d'un an 2017, avant MeToo. faut se rappeler de l'altercation avec Oui, Christian. oui, c'était avant MeToo. Et je pense que ça a fait bouger quelque chose, un petit quelque chose, qui a après, qui s'est transformé en un énorme gouffre. Mais moi, j'ai fait que faire bouger un tout petit peu. C'est-à-dire que après, c'est toutes les voix des femmes qui se sont mises là-dedans. Et je pense que ce mouvement MeToo, qui est mondial, est un mouvement potentiellement très révolutionnaire. Parce que les violences sur les femmes, c'était la chose auquel on n'était jamais arrivé en fait dans le combat féministe. C'est-à-dire qu'on avait obtenu éventuellement des postes importants dans les carrières, encore qu'il y a des progrès encore à faire. Mais voilà, on avait obtenu la pilule, l'IVG, on avait obtenu la reconnaissance du viol, on avait obtenu le fait que les hommes s'occupent aussi des enfants, tout ça. Bon. Mais ce truc des violences, en fait, on était encore dans le dur, quoi. Et pour moi, quand est sorti MeToo 1.16, je me suis dit, on touche vraiment au cœur de la domination, au cœur du cœur de la domination, c'est-à-dire la famille. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir les conséquences de ce mouvement-là. On est bien parti. Ah, je pense, ouais. Après, c'est un mouvement qui est dur, hein, et c'est dur pour les femmes qui parlent, et il ne faut jamais négliger la dureté de ce combat-là. Mais je crois que, ouais, on est parti là. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci. Super.